Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Adèle. Bonsoir. Adèle Lyon, je prononce bien, ça va? Oui. Tout à fait. Comment ça va Adèle, Adèle Lyon, vous êtes à l'origine de ce livre évidemment dont on va parler qui s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth. Gros succès public, succès critique, ça vous a étonné tout d'abord parce que c'est assez dingue ce qui se passe. Hein. Ah bah oui, on est toujours étonné d'un succès comme ça, on peut pas s'y attendre quand même. Non, en écrivant vous disiez pas ouais, ça va cartonner. Ah bah pas du tout, en but, plus ça a été un travail tellement solitaire que je pouvais pas du tout imaginer ce retentissement. Allez, on va parler de ce livre, c'est aux éditions du Sous-Sol, je l'ai pas encore dit. Avant ça, 3 petites questions. Adèle, si vous voulez bien, je vais vous demander de répondre un peu comme ça, du tac au tac. Attention, Adèle, si vous étiez un mot de la langue française, vous seriez quoi? Doute. Ah oui. Et ça vous fait rire en plus. Ouais, parce que pourquoi? j'ai vraiment du mal à prendre des décisions, bizarrement. Je balance tellement toujours le pour et le contre que finalement, c'est dur pour moi de prendre des décisions affirmatives. D'accord. Vous aimez Anne Sylvestre, alors j'aime les gens qui doutent, oui, j'aime beaucoup cette chanson. Évidemment. Si vous étiez une odeur d'enfance? L'odeur de la pluie. J'ai grandi à Paris, la pluie sur le béton. Ah oui. Et ça éveille toujours des douces mémoires chez moi. Un peu de nostalgie quand même, non? Ouais. Bah, on en manque. Hein. Enfin, cette dernière année, on n'en a pas manqué quand même. Non, ça va. Oui. Et dernière question, c'est un peu lié à ce que vous faites aussi à part écrire. Si vous étiez un plat? Un bol de riz. Ouais, vraiment. Ah bon? Ouais, plus vous ça êtes va. cuisinière et vous me dites un bol de riz. Je vous jure, mais bien faire parfaitement le riz, c'est un savoir-faire incroyable et que j'aimerais bien apprendre davantage d'ailleurs. On le plonge dans l'eau, enfin. Non, le riz parfait, celui qui est directement assaisonné, qui va apparaître dans votre bouche sans avoir rajouté du sel, qui va exploser dans vos papilles. Non, c'est très compliqué. Bon, d'accord. Allez, on vous croit. Puisque vous êtes cuisinière et aussi autrice, évidemment, on va parler de votre livre. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Who are you? What are you staring at? George Fortescue Maximilian. My family called me Max. Which would you prefer? Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Mandalay with me. You mean you want a secretary or something? I'm asking you to marry me, you little fool. Oh, Max, you're lovely. You haven't flattered yourself that he's in love with you. The fact is, that empty house got on his nerves to such an extent. Goodbye, my dear, and good luck. It's big, isn't it? Yes, madam. Mandalay is a big place. Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me. We none of us want to live in the house. Maxie least of all. Don't be afraid. What the devil do you think you're doing? You should never have come back to Mandalay. Voilà, Rebecca, évidemment, d'Alfred Hitchcock. Son premier film, hein, je crois. Son premier film américain. Américain, c'est ça, sa période américaine, d'après Daphné du Maurier. Vous l'avez vu combien de fois d'ailleurs? Vous étudiez le cinéma, hein, en tout cas. Vous avez fait des études de cinéma? Oui, j'ai fait des études de cinéma et j'ai enseigné le cinéma. Ouais. Intégralement, j'ai dû le voir peut-être 3-4 fois. Et sinon, il y a des extraits que j'ai vus 30 fois. Ouais. Ah, 30 fois? Ah oui. Bah, en plus, j'enseignais autour de ce film, donc je l'ai montré, je l'ai répété. Donc, vous connaissez un peu par cœur. C'est le récit d'un apprentissage, c'est ce qu'on appelle un récit d'apprentissage, en tout cas féminin. On pourrait aussi évoquer Jane Eyre, hein, de Charlotte Brontë. Il y en avait plusieurs. Ça faisait partie un petit peu de l'imaginaire, un peu dépassé quand même aujourd'hui, de ces récits où une jeune femme apprend à devenir une bonne épouse et en repoussant les fameux fantômes du passé. Et ici, avec ce roman, c'est un peu tout l'inverse, j'ai l'impression. Il faut se confronter à son passé, à ses fantômes pour s'émanciper. C'est ça que vous vouliez montrer aussi
Pour moi, c'est un peu la même ligne narrative, c'est-à-dire vraiment un récit d'apprentissage quand même, puisque le personnage que je suis, la narratrice, doit aussi passer de ce moment de jeune fille à cet état de femme, et en se confrontant aussi à un personnage qui pour elle est un personnage horrifique, effrayant, l'arrière-grand-mère. C'est simplement qu'au fur et à mesure de l'enquête, finalement, cette arrière-grand-mère se trouve investie un peu de tout l'inverse de ceux dont est investi, par exemple, le personnage de Rebecca, qui reste toujours la femme affreuse, quoi, la femme à ne surtout pas être, alors qu'au contraire, pour moi, Elisabeth devient un modèle d'identification possible. Ouais, parce que c'est une enquête, on va en parler, une enquête que vous menez vous-même. C'est d'ailleurs une thèse, hein, à la base, ce roman était aussi une thèse. Ouais, c'est la même chose. Roman, c'est pas tout à fait roman, on va en parler, c'est très hybride. Mais vous avez écrit quelque part, la colère a un pouvoir. Elle éventre les paravents, elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. Votre peur du début de cette femme s'est transformée en colère petit à petit? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment le parcours de ce livre. Au départ, donc Elisabeth, c'est mon arrière-grand-mère, et il y a vraiment cette peur. On nous a un peu fait croire à une malédiction de la maladie mentale dans la famille, c'est-à-dire quelque chose, une maladie qui se passerait de femme en femme par les gènes et qui finirait par exploser chez l'une d'entre nous, mais on ne savait pas laquelle. Parce qu'on se disait, ça peut arriver comme ça. On est une famille fragile. C'est ça. On se disait, il y a un tempérament fragile dans la famille, il peut apparaître à n'importe quel moment, et donc il fallait faire très attention dans ses actions de ne pas se mettre en danger. Donc pas prendre de drogue, ne pas fréquenter certaines personnes, pas trop faire d'études. Pour les femmes, il y avait un peu tout ça. Donc, fréquenter des hommes gentils. Fréquenter des hommes gentils, c'est une phrase qui revenait souvent. C'est étrange comme phrase. Oui, c'est étrange comme phrase, je suis d'accord. Mais fréquenter des hommes, déjà. Et gentils. Oui, c'est les deux mots. Et ça, c'est importants. quelque chose qui vous habitait même bien avant d'écrire ce livre? Oui, après, je me rendais pas du tout compte que c'était lié autant que ça à Elisabeth. Et c'est en menant cette enquête que je me rends compte que ces idées de ces pratiques qu'il ne faut pas avoir, elles se sont implantée au fur et à mesure que ce fantôme d'Elisabeth s'installait dans mon enfance, en fait. Parce qu'Elisabeth, votre arrière-grand-mère, donc, elle est née en 1916, elle est décédée en 1990. C'est comme un fantôme parce que vous ne l'avez pas connu. Évidemment, juste votre père en parlait un tout petit peu par bribes, comme ça. Il parlait de vacances en Bretagne. Oui, elle apparaissait vraiment dans le paysage, mais elle n'était jamais un sujet de souvenir ou de conversation en particulier. C'est simplement que quand elle me racontait ses souvenirs d'enfance en Bretagne, elle apparaissait dans la description des repas familiaux dans les années 70-80. Et pourquoi on n'en parlait pas ? Pourquoi votre mère n'en parlait pas? Pourquoi votre grand-mère n'en parlait pas? L'enquête commence par votre grand-mère, justement. Vous allez la chercher. Pour mon père, c'était vraiment un sujet humoristique. C'est-à-dire que c'est une femme dont on riait. Donc, il pouvait en parler, mais voilà, on ne parlait pas de sa douleur, ça, c'est sûr. Il disait qu'elle était folle, par exemple? Oui, c'était la vieille folle à table dans les souvenirs de vacances, quoi. C'était vraiment... mais il s'était décrit comme quelque chose d'extrêmement léger. Et moi, je pense que j'en percevais quand même la violence derrière cet humour. Et pour ma grand-mère, on n'en parlait pas parce que c'était un objet de honte profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui a appris très tôt à ma grand-mère et aux 5 autres enfants d'Elisabeth. C'est à presque détester leur mère parce qu'elle était pour eux un sujet de honte, et donc il fallait la tenir à l'écart par la haine, en fait. Parce que dans votre chemin, dans votre enquête, il y a votre chemin à vous, mais il y a aussi celui de votre grand-mère, finalement, quelque part, parce que petit à petit, on voit pas les interrogatoires, mais les questions que vous lui posez, qu'elle aussi, elle avance, non? Tout à fait, et je pense que pour elle aussi, Elisabeth est réapparue à travers cette enquête, et que finalement, elle en arrive à la fin à une affection pour sa mère qu'elle n'a sans doute jamais véritablement eue lorsque sa mère était vivante. Alors derrière le personnage d'Elisabeth, Betsy, vous vouliez montrer aussi tout ce qui s'est passé à la fin du siècle dernier, dans la deuxième moitié plutôt, dans les hôpitaux psychiatriques, là où on enfermait les femmes, il y avait vraiment des violences psychiatriques, c'est ça? En fait, je voulais pas spécialement montrer ça. Mon seul problème, c'est que je n'ai jamais retrouvé le dossier médical d'Elisabeth. Et donc, pour comprendre ce qu'elle avait vécu, j'ai dû en passer par toute une partie d'études historiques et d'enquêtes historiques, en fait, pour comparer avec ce qu'avaient pu subir d'autres femmes ou qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques. Par exemple, pour comprendre pourquoi elle était restée 17 ans, pourquoi à un moment elle était sortie, qu'est-ce que c'était exactement que cette pratique de la lobotomie qu'elle a subie. Et donc, pour comprendre tout ça et pouvoir vraiment avoir accès à ce qu'elle avait vécu, j'ai fait cette enquête historique. Mais c'est vraiment partie de questions que je me posais sur elle. D'accord. Enquête historique et scientifique aussi, parce que la lobotomie, on n'en parle pas beaucoup, peut-être tant mieux, on n'en parle plus beaucoup. Enfin, c'est quelque chose qui était quand même très présent.
C'est très présent dans l'imaginaire. Après, c'est pas quelque chose qui a été extrêmement pratiqué. Ça, je m'en suis rendu compte aussi. Et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi cette femme, parmi tant d'autres, elle avait eu, ce qu'ont eu plein d'autres femmes, hein, des électrochocs, des cures de séquelles, donc toutes ces pratiques vraiment violentes pour le corps qui étaient faites en psychiatrie. Mais en plus, elle avait eu une lobotomie. Et qu'est-ce qui s'était passé en fait? Pourquoi elle, parmi d'autres femmes, on avait décidé de lui faire ça? Et pourquoi la lobotomie aussi? Qu'est-ce que la lobotomie? Est-ce que ça guérit ou pas? Est-ce que les médecins savaient que finalement ça ne guérissait pas? Absolument, ça c'était une vraie question, parce que la lobotomie, du coup, c'est une opération qui consiste à séparer l'avant du cerveau du reste du cerveau pour inhiber toutes les émotions du sujet. Et moi, dans ma famille, on devient vraiment une sorte d'enveloppe de chair très au présent, avec plus trop de capacité de projection, des capacités intellectuelles extrêmement réduites. Et moi, dans ma famille, on disait, c'est-à-dire qu'on considérait que la maladie mentale est un peu comme un cancer, qu'elle est localisée quelque part dans le cerveau, et donc il faut l'en enlever, la couper, comme on enlèverait une tumeur. Et donc moi, je suis allée interroger effectivement les sources scientifiques pour savoir si c'était vrai, cette idée. Est-ce que les psychiatres de l'époque pensaient vraiment ça? Et la réponse c'est que non. C'est dingue. Ils savaient très bien en fait c'est complètement dingue. Ils savaient qu'ils faisaient fausse route, qu'ils mentaient en fait quelque part. Et pas qu'ils mentaient, parce que c'était écrit très explicitement qu'ils savaient qu'ils diminuaient volontairement les capacités d'une personne, parce que valait toujours mieux pouvoir être réintégré à un ensemble social qu'être dérangeant pour la société. Ce qu'on voit aussi, Adèle, c'est que derrière ces violences psychiatriques, il y a une violence conjugale, souvent avant une violence familiale, et ça vous le montrez très bien dans les lettres qu'elle s'échangeait avec son mari. Oui, pour moi c'est vraiment le point, la thèse du livre, s'il y en a une, c'est ça, c'est de considérer que ces pratiques comme la lobotomie sont en fait une autre forme de violence conjugale, familiale ou plus généralement sociale qui utilise la voie de la médecine ou de l'institution pour se pratiquer. Mais j'essaie effectivement de décortiquer comment cet acte trouve son origine dans une violence, dans une domination du mari. Ouais, domination masculine, et on voit quelque part que ça l'arrange bien le mari à un moment donné. D'ailleurs, dès le début, très vite, on sent que c'est un couple qui fonctionne pas trop bien. Même avant le mariage, on sent déjà dans leur correspondance qu'il y a quelque chose d'extrêmement dysfonctionnel et une incompréhension fondamentale entre eux. Et lui, il reste sur ses positions, c'est assez effrayant, quoi. C'est un récit aussi qui est, je dis pas roman parce qu'il est volontairement hybride. Il y a un récit justement. On suit l'enquête, il y a des documents, il y a des photos, il y a des dialogues aussi, comme vous êtes prof de cinéma, donc il y a presque des dialogues de cinéma aussi. Pourquoi cet objet hybride ? Pourquoi, je ne sais pas très bien. Disons que c'est la seule forme qui m'a paru possible au bout d'un moment. J'avais une matière énorme, il fallait que je l'organise d'une certaine manière. Je pense que j'ai des réflexes de montage un peu cinématographique. Non pas parce que je pratique le cinéma, mais parce que j'analyse beaucoup de films et je suis baignée dans l'univers du cinéma. Et en fait, c'est la forme qui m'a paru la plus à même de rendre compte de tout ça. Ouais, et à la fin, on recolle un peu... et du coup, je demande au lecteur ou à la lectrice d'être actif en fait, dans la lecture. C'est à eux aussi de composer les liens entre tous ces documents et tous ces matériaux qui leur sont donnés à lire. Super roman. On arrive à la fin de cette émission. On pourrait en dire plein de choses. De toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut le lire tout simplement. Vous serez ce soir à Passaporta, si vous avez encore le temps d'y aller. Passaporta, c'est dans le centre-ville, rue Antoine Dansard, pour une discussion qui risque d'être passionnante. Et vous serez cet été, à la fin du mois d'août, au festival Intime. Intime Festival, c'est à Namur. Pour une performance. Pour une performance. Vous verrez, c'est un très beau théâtre. Merci Adèle d'être passée chez nous. Merci David. Et merci pour ce livre. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.